Bonjour à toutes et à tous, très heureux en tant qu'adjoint à la maire de Paris, en charge du logement, de l'hébergement d'urgence et de la protection des réfugiés, de vous accueillir dans ces salons de l'Hôtel de Ville de Paris pour ces journées du réseau des OFS. Nous sommes nombreux et nombreux à croire qu'une partie de la solution pour résorber la crise du logement passe par les collectivités locales, passe par l'échelon local. Et donc, il était très important pour nous, Paris, de vous accueillir à cette occasion. Et donc, c'est un vrai bonheur que je partage avec la maire de Paris, que je dois malheureusement excuser, mais qui était très, très heureuse de l'organisation de ces journées. Des journées qui sont donc dédiées aux OFS, au bail réel solidaire, à ce nouveau produit que nous sommes un certain nombre d'ores et déjà à avoir lancé dans nos collectivités, dans nos villes, avec des résultats qui sont extrêmement intéressants, extrêmement encourageants. Et donc il s'agit à l'occasion de ces journées de faire le point sur ce sujet. Et puis je dois vous dire que c'est un vrai bonheur de parler en présence de tant d'acteurs des enjeux du logement. Nous avons une longue séquence électorale en 2022, une élection présidentielle, une élection législative, avec ce paradoxe que nous sommes nombreux à avoir ressenti, c'est que tout le monde parlait de pouvoir d'achat et personne ne parlait de logement. Or, tout le monde voit bien que dans la crise de pouvoir d'achat que les Français rencontrent aujourd'hui, la question du logement est loin d'être une question anecdotique. Parce que le logement, c'est le premier poste de dépense des ménages. Parce que le logement, lorsqu'il représente 20 à 30% de leurs dépenses, il est pour beaucoup dans les difficultés de pouvoir d'achat. Et donc, si nous voulons redonner du pouvoir d'achat aux Français, il faut agir sur le prix du logement. Il y a différentes manières d'agir sur le prix du logement. Il y a évidemment l'intervention sur le marché privé. Je pense à la question de l'encadrement des loyers. Il y a le logement social, avec les défis liés à la loi SRU, 25% de logements sociaux dans chaque commune. Mais il y a aussi ce que nous sommes capables de faire avec les organismes de foncier solidaire, avec le bail réel solidaire, qui nous permet, en tout cas ça commence à être le cas à Paris et j'en suis très heureux, de renouer avec l'accession à la propriété pour des catégories sociales qui en étaient totalement exclues. Et donc, nous avons là une piste qui est extrêmement intéressante, extrêmement fructueuse et donc très très heureux avec vous, Monsieur le Président, cher Honoré, avec vous toutes et vous tous, très heureux de pouvoir évoquer l'ensemble de ces sujets. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous et bons travaux dans ces salons de l'Hôtel de Ville. Et je voudrais remercier l'ensemble de nos agents qui se chargent de bien organiser tout cela. Merci à vous. Monsieur le maire adjoint, monsieur le président de la foncière de la ville de Paris, cher Yann, mesdames et messieurs, à l'invitation de la foncière de la ville de Paris, après Lille donc en 2019, Rennes donc en 2020 et Anglet donc en 2021, nous nous retrouvons donc pour la première fois ici à l'hôtel de ville donc de Paris. Merci monsieur le maire adjoint, merci madame la maire de Paris aussi de nous d'accueillir donc nos journées. Des journées que nous plaçons sans doute pour la première fois et résolument sous le signe de l'opérationnalité et de la mise en œuvre concrète du dispositif OFS-BRS. C'est ainsi que nous nous intéresserons dans nos ateliers toujours très riches à la diversité des champs d'action du bail réel donc solidaire, aux questions qui se posent autour de la gestion dans le temps du dispositif OFS-BRS ou encore aux difficultés que nous pouvons rencontrer dans la mise en œuvre d'une politique d'accession sociale donc à la propriété dans un contexte économique, vous le savez, très chahuté depuis maintenant plusieurs mois par le retour de l'inflation. Se souhaite placer l'opérationnalité au cœur de nos journées, sans oublier bien évidemment les visites de terrain qui vous seront proposées.
ne doit surtout pas nous interdire de réfléchir au sujet même de notre objet, à savoir la question foncière qui, en France, chaque jour davantage, rend plus difficile la mise en œuvre et la réussite des politiques locales de l'habitat et du logement dans toutes ses dimensions, logement social, accession sociale, intermédiaire et libre. Nous venons, et Yann Brossaille faisait référence à l'instant, de vivre, voici quelques mois, un moment démocratique très fort avec l'élection présidentielle. Force est de constater que le logement, malheureusement, ne s'est pas imposé comme thème essentiel de campagne. Alors sans doute y a-t-il des raisons à cela, peut-être parce que l'immense majorité des Français est logée, donc est bien logée, peut-être parce que la France est un pays qui produit chaque année beaucoup donc, de logements neufs. C'est le pays qui compte le plus de logements pour 1000 habitants, qui a enregistré aussi sur la période de 2011 à 2020 la plus forte donc, augmentation de son parc de logements, près de 2% donc, par an, par rapport aux autres pays de l'OCDE. Peut-être parce que les prix du logement ne sont pas un sujet partout, notamment dans les 70 donc, départements français en recul démographique. Peut-être parce qu'il s'agit d'un sujet dont on parle trop de manière technique, en oubliant donc le sens. Peut-être parce qu'il est évoqué trop souvent sous l'angle sensationnel à l'occasion de l'effondrement de tel ou tel immeuble ou de l'évacuation de tel ou tel squat. Qui est responsable de cela? Un peu tout le monde sans doute, car notre pays a beaucoup de mal à inscrire la politique du logement dans le temps long et à construire des réponses en fonction de nos tendances démographiques à venir. La durée de nos programmes locaux de l'habitat elle-même n'est plus adaptée aux délais constatés en 2022 pour produire du logement. Il y a pourtant une question prégnante, presque urgente, presque angoissante, qui est celle de la disponibilité future du foncier liée à la nécessaire préservation des terres agricoles, de la protection de la faune et de la flore, de la mise en œuvre progressive du zéro artificialisation nette, le zéro artificialisation nette qui, adopté de façon presque subreptice par le Parlement en 2021, se révèle en réalité être majeur dans la manière dont nous allons devoir concevoir, dans la manière dont nous allons devoir repenser l'urbanisme de nos villes, de nos bourgs, tout en prenant à bras-le-corps la question des mobilités. Si les élus locaux sont aujourd'hui relativement sensibilisés donc, au sujet, les citoyens, eux, ne le sont certainement pas. Attention à la prise de conscience. Demain, si nous voulons parvenir à loger nos concitoyens, nous n'avons d'autre choix que d'investir fortement la question foncière. C'est elle qui nous donnera la possibilité de construire aux bons endroits les bons logements et au bon prix. Le pouvoir politique, de manière générale, fait porter sur les opérateurs sociaux des offices fonciers la responsabilité de répondre à l'impératif donc de production d'une accession abordable. Merci à eux, mais en réalité, cette responsabilité doit être assurée d'abord par les pouvoirs publics, car si demain le foncier devient trop cher, nous ne pourrons plus proposer une redevance compatible avec les capacités de paiement des ménages qui ont par ailleurs très souvent un prêt bancaire donc à rembourser. La question foncière est désormais tellement importante qu'il ne peut plus s'agir seulement de réfléchir à la manière dont nous allons utiliser les sols, même si c'est essentiel, ou à la manière d'inventer le énième mécanisme de régulation tout aussi indispensable pour atténuer tel ou tel effet pervers constaté. Nous voyons bien aussi que la notion de choc d'offres, en clair, produisons beaucoup de logements et cela réglera donc nos problèmes, n'est qu'une partie de la réponse. La preuve, les territoires qui ont pu produire beaucoup de logements enregistrent quand même de fortes hausses donc de prix, ce qui démontre la complexité de l'analyse. Il y a, à mon sens, deux orientations à travailler, bien au-delà d'ailleurs donc de notre réseau, si nous voulons à terme mieux réussir la question foncière puis immobilière, afin que le logement ne soit pas, comme le soulignait récemment Olivier Klein, la bombe sociale de demain. Ce qu'il est déjà
dans certains territoires en tension. 2 orientations à travailler en partant du postulat que la propriété immobilière dans les zones tendues est devenue aujourd'hui donc une véritable rente qui donne donc un avantage à son propriétaire sans que celui-ci ne l'ait mérité par son effort. La première orientation est une révolution de la fiscalité foncière et immobilière. Fiscalité foncière et immobilière devenue aujourd'hui, à mon sens, totalement inique, hypocrite, qui favorise la détention longue du stock, mais qui surtaxe l'usage que nous faisons de nos logements. Ne devrions-nous pas plutôt abolir tous ces impôts sur l'usage, les mutations, pour les reporter sur le foncier ? Je pense personnellement que le moment est venu d'abandonner toute référence à la valeur donc locative pour passer à une imposition à taux très faible, mais calculée sur la valeur de marché du bien. Certes, il s'agit d'un Big Bang, mais d'autres avant nous ont eu donc ce courage. Je pense par exemple à Joseph Caillaux au début du XXe siècle lorsqu'il propose d'instaurer, dans un souci justement de justice et d'équité, l'impôt sur le revenu. La loi 3DS a inventé le statut d'autorité organisatrice de l'habitat dont le contenu reste à remplir. Pourquoi ne pas expérimenter une nouvelle fiscalité foncière et immobilière sur un territoire qui aurait ce statut? Je pose là l'idée. La deuxième orientation rejoint pleinement la raison d'être de notre réseau, à savoir promouvoir la dissociation entre la propriété du sol et la propriété du logement. Il y a aujourd'hui, et bien plus encore qu'en 2014, lorsqu'a été inventé le système donc, des OFS, une déconnexion encore plus grande entre les prix de l'immobilier et les coûts de construction, ce qui témoigne de ce que représente le foncier dans la valorisation immobilière. Autrement dit, ce n'est pas tant la qualité du logement ou la manière dont il a pu être construit qui donne sa valeur donc au bien, mais bien son emplacement, sa localisation. Il suffit dès lors, dans les zones tendues, d'attendre que le temps passe, que la collectivité décide d'améliorer tel ou tel élément de l'environnement pour que le prix du foncier s'envole, alors que son propriétaire n'y a clairement pas participé à titre individuel. Il y a là quelque chose qui, du point de vue de l'équité, de la justice, qui interpelle. Et Edgar Pisani, déjà en 1977, avait pressenti ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui en écrivant « L'heure a sonné de mettre en cause fondamentalement la propriété foncière, non parce qu'elle est odieuse en son principe, mais parce qu'elle ne répond plus aux besoins des hommes. Elle a fondé une civilisation, organisé une société, réalisé des œuvres dont nous avons lieu d'être fiers. Elle provoque désormais des désordres qui menacent donc notre civilisation, notre société, l'harmonie de notre territoire, de nos terroirs et de nos villes et de nos villages. C'était en 1977. Eh bien, je crois que notre réseau doit donc appuyer toutes les initiatives visant à accélérer la maîtrise publique du foncier et visant à faire de celui-ci un bien commun. C'est à ce prix que nous pourrons, nous et surtout donc nos successeurs, mener de réelles politiques de l'habitat face à une demande foncière qui restera structurellement orientée à la hausse, et ce, pour longtemps. Il fut un temps d'ailleurs où le Code de l'urbanisme, je ne sais plus si c'est toujours le cas donc aujourd'hui, écrivait que le territoire était le patrimoine commun de la nation. En 2022, la France ferait bien de s'en inspirer davantage, faute de quoi c'est peut-être bien toute la propriété privée qui sera menacée, ce que personne, je pense, ne souhaite vraiment. Alors Foncier Solidaire France accueille favorablement, évidemment, la proposition du ministre du Logement d'expérimenter l'encadrement du prix donc, du foncier. À titre personnel, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin, et vous avez pu le comprendre au travers donc, de mes propos, mais c'est déjà donc, un premier pas. En évoquant ces 2 points, j'ai bien conscience, comme
aurait pu le dire le général de Gaulle, qu'il s'agit d'un vaste programme. Alors en attendant, en tout cas, Foncier Solidaire France, en 2022, a poursuivi la mise en œuvre des objectifs qui sont les siens, à savoir l'animation du travail inter-OFS, qui, je le souligne, sont aujourd'hui en France déjà plus d'une centaine. On va préciser les chiffres très précisément dans un instant. Nous avons également continué notre activité de plaidoyer auprès des services publics tout au long de cette année. Nous avons également continué à promouvoir le dispositif OFS BRS, à faire connaître cet outil qui intéresse aujourd'hui beaucoup de territoires. Et puis nous avons également préparé évidemment nos journées nationales de Paris, avant celles qui se dérouleront l'année prochaine à Lyon. Merci encore à la mairie de Paris pour son accueil, et je vais donner peut-être maintenant la parole à Christian Chevet, qui va monter à la tribune en tant que secrétaire de Foncier Solidaire France, mais aussi à Philippe Van Tinkist, notre trésorier, qui aura le soin de détailler la mise en œuvre opérationnelle de nos objectifs. En tout cas, je vous remercie tous et toutes et vous souhaite de très belles journées nationales. Merci à vous. Merci Honoré de cette introduction à cette journée du réseau des offices fonciers solidaires, du réseau des OFS. Très sincèrement, je suis très impressionné par ce discours d'introduction parce qu'il résume très bien, à mon sens, le pourquoi et la genèse de beaucoup d'opérateurs fonciers qui réfléchissent à cette problématique d'adéquation à la fois du parcours résidentiel, mais aussi d'autres parcours, comme le parcours entrepreneurial, comme la problématique des rez-de-chaussée commerciaux ou la préservation des espaces agricoles. Et c'est vrai que Pisani, on devrait le relire, et je vous y invite. Voilà. Il m'appartient aujourd'hui de vous faire un petit peu le bilan de l'action des missions que nous avons réalisées au sein de notre réseau. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, parce qu'en fait, tous les travaux qui ont été réalisés cette année ont été faits je dirais, dans des cadres très ouverts, hein, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de venir vous y inscrire et de venir y participer, mais aussi vous aurez l'occasion, durant ces 2 journées, de vous inscrire dans les ateliers, et vous aurez ainsi des développements plus en profondeur. Un des ateliers qui a été animé dans le groupe de travail, c'est au niveau de la problématique juridique et fiscale. C'est vrai qu'à partir du moment où on crée un BRS, il y a des problématiques auxquelles on ne peut pas avoir tout pensé, et les rédactions de nouveaux types de contrats, comme un bail rechargeable avec des conditions de revenus, engendrent automatiquement des répercussions sur le plan juridique, sur le plan du droit. On l'a vu dans le cadre de, notamment au début avec 2 baux, un bail opérateur puis un bail utilisateur, et le regroupement au sein d'un simple et unique bail a posé aussi quelques petits problèmes. L'autre groupe de travail qui a été avancé, c'est la commercialisation et le financement des acquéreurs. On pouvait se poser la question, et beaucoup de banques avaient des craintes quant au financement des logements de type BRS, puisque en fait on était plus sur une pleine propriété, et les banques n'étaient peut-être pas forcément habituées à ce type de financement. On pouvait craindre que la commercialisation ne soit pas aisée. Il était intéressant de mettre autour des acteurs du logement abordable les banques, pour qu'elles comprennent que c'est un droit plein et entier, et de pouvoir ainsi financer ces acquisitions de logements de type BRS. La commercialisation, les retours que l'on a eus ont prouvé qu'il y avait vraiment une attente, et que globalement cela se passait bien, mais qu'il fallait également les encadrer, d'où l'intérêt de ce groupe de travail.
Le troisième groupe de travail, c'est naturellement le financement des OFS et de la compatibilité de celui-ci. C'est vrai que le modèle des OFS repose d'abord sur une financiarisation des acquisitions foncières, donc il faut trouver des acteurs qui prêtent de l'argent à nos organismes pour acheter ce foncier. Et là aussi, auprès des banques, mais on y reviendra, et le partenariat notamment avec Action Logement ou la Caisse des dépôts et de consignation a été des éléments essentiels à la réalisation de nos acquisitions foncières. Et aujourd'hui, au vu de l'augmentation des taux d'intérêt, c'est quelque chose qui pose question et qui remet en cause aussi certains principes que l'on avait vus où lorsqu'on avait l'argent qui n'était pas cher, finalement, c'était pas trop compliqué de trouver un modèle économique qui soit viable au niveau des OFS. Il faudra aussi là-dessus s'adapter à l'évolution des marchés financiers et s'adapter au modèle économique que l'on va essayer de trouver. Mais je crois que là-dessus, il y aura des ateliers cet après-midi ou demain concernant cette problématique. Groupe de travail sur la copropriété et la gestion. Là aussi, nous étions sur un autre modèle. À partir du moment où on était sur un démembrement de propriété, il fallait aussi concilier la détention du sol avec la détention des usagers, d'autant plus lorsqu'on est en mixité de paliers au niveau des OFS, du logement social ou d'acquéreurs libres. Cela engendre aussi d'autres problématiques, des problématiques de droit, de problématiques de responsabilité. Et puis la gestion, le recouvrement naturellement des redevances foncières interroge sur les capacités, sur les impayés et ainsi de suite. Donc d'où l'intérêt de ce groupe de travail. Et puis dernier groupe de travail qui peut avoir un type générique fourre-tout, mais je dirais qu'à la limite qui est le plus important puisqu'il rebondit exactement sur ce que vient de dire le président. Aujourd'hui, la problématique du foncier, la problématique du démembrement ne doit pas être vue que simplement sur la problématique du logement. Elle doit être vue de manière globale, elle doit être vue également au niveau des entreprises avec le ZAN. Il faut aujourd'hui se poser la question de la problématique de comment accueillir les entreprises sur notre territoire en leur offrant un parcours entrepreneurial, comme on offre un parcours résidentiel au niveau des bailleurs sociaux, mais aussi de la problématique des rez-de-chaussée commerciaux en centre-ville. Tout ceci, à mon avis, c'est le sens même que doit avoir l'action publique en faveur de ces thématiques et ainsi de développer non pas une lecture horizontale des problématiques foncières, mais une lecture horizontale, transversale, systémique. Il faut mettre aujourd'hui les problématiques de logement en corrélation avec les problématiques d'emploi, de déplacement, de commerce, de lieu de vie, puisqu'en fait, c'est sur cet ensemble que l'on crée donc un système en équilibre. Voilà pour les groupes de travail, mais encore une fois, je vous invite à revenir soit dans les ateliers ou soit dans ces groupes dans lesquels vous pouvez vous y inscrire. Un autre aspect de notre bilan, de notre action, c'est l'animation inter-OFS. C'est donc aujourd'hui accompagner le déploiement et le financement des OFS. Donc je vous ai parlé d'Action Logement. Action Logement aujourd'hui, je dirais, sans son action, on serait bien mal à l'aise de trouver un modèle économique dans la viabilité des montages BRS. Et donc je remercie beaucoup Action Logement de son travail, de son appui. Naturellement, elle vient en complément de la Caisse des dépôts de consignation, mais les prêts Gaïa étant indexés sur le livret A aussi interrogent un petit peu sur leur devenir et sur le développement de notre modèle. Et puis naturellement, donc, dans notre réseau, nous sommes donc un relais auprès du ministère pour rendre compte du développement et de la création des BRS qui sont faits sur le territoire auprès de la DHUP. Puisque donc vous savez que en fait les BRS ne sont comptabilisés en tant que logement social qu'à partir de la livraison, mais il est intéressant d'avoir une vision sur les créations ou les dossiers qui sont en cours pour savoir un petit peu où on va, qu'on ne soit pas mis devant le fait accompli.
L'autre travail qui a été fait au niveau inter-OFS, c'est la préparation naturellement des conditions de crédit logement pour pouvoir financer les acquéreurs de logements sociaux. Il y avait qu'une seule possibilité avant que Crédit Logement nous accorde sa caution, c'était le recours à l'hypothèque. On était au niveau de l'OFS d'un droit réel. Et c'est vrai qu'avec Crédit Logement, on a des possibilités de pouvoir faire des offres de cautionnement auprès des banques de manière un petit peu plus facile. L'autre mission au niveau du réseau des offices fonciers solidaires, c'est donc les activités de plaidoyer auprès des textes de loi ou des commissions qui ont été créées. Donc une des premières commissions qui a été créée, c'est la commission REFSAMEM pour relancer donc, la relance de la construction et du logement. Naturellement, donc on les a rencontrés, on a fait nos propositions en matière d'OFS. Aujourd'hui, le BRS est vraiment un des maillons importants du parcours résidentiel et donc on a pu mettre en avant cet aspect des choses. L'autre intervention qui a eu lieu, c'est dans le cadre de la loi 3DS et donc justement avec la clarification, je dirais, du champ d'activité des OFS, ainsi que les cadres des cessions des logements HLM, dans le cadre du démembrement de la propriété au niveau du BRS. Et puis aussi, naturellement, donc, le fameux regroupement entre le bail utilisateur et le bail opérateur en un seul acte et un seul acte juridique. L'autre aspect aussi, c'était donc au niveau de la loi 3DS, on a vu qu'il y a aujourd'hui un développement des demandes d'agrément des OFS. On a eu de longs débats entre nous de savoir comment on pouvait un petit peu, je dirais, contingenter ça ou réglementer ça. Et donc, on a trouvé quand même que le CRHH pouvait être aussi un lieu dans lequel on pouvait essayer un petit peu de mieux contrôler ces agréments et qu'à chaque fois qu'il y avait une structure qui demandait un agrément OFS, automatiquement de passer par un avis de la CRHH permettrait de mieux cibler ces créations de manière à pas qu'il y ait trop de multiplication et de dilution de l'action des offices fonciers solidaires. Naturellement, tout ceci s'inscrit dans des échanges périodiques avec le ministère, auprès de la DGHUP et des autres organismes qui en dépendent et qui alimentent les travaux parlementaires. Voilà. Voilà au niveau donc de nos actions que nous avons menées. Tout ceci, naturellement, on s'appuie sur l'ensemble des réseaux sociaux, du site internet, du réseau LinkedIn, des Twitter, et vous pouvez suivre ainsi notre action dans les différentes thématiques que nous venons de citer. On rappellera donc l'ensemble des journées annuelles qui sont donc ces lieux d'échange, de recroisement à la fois avec les membres du réseau des offices fonciers solidaires, mais aussi ceux qui ne le sont pas encore. Je dis pas encore parce que vous pouvez tout à fait vous y inscrire. Nous vous y invitons très fortement. Donc il y a eu donc les premières journées de Lille qui avaient été très 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 riches et très intéressantes. Rennes en 2019, Anglette en 2021. Naturellement, en 2020, il n'y en a pas eu pour des raisons de Covid. Et nous nous retrouvons aujourd'hui à Paris, donc en décembre 2022. Et comme l'a annoncé le président, en 2023, nous serons donc sur Lyon. Alors, les chiffres en matière des OFS. Combien y a-t-il actuellement d'OFS qui ont été créés? Donc nous sommes aujourd'hui sur plus de 110 OFS qui ont été créés à l'heure d'aujourd'hui et 129 agréments régionaux. Donc on est à plus de 50% d'augmentation d'OFS qui ont été créés par rapport à 2021. Il n'y avait que 4 agréments en 2017 pour mémoire.
Et puis, on a aussi un développement de 12 OFS sur des agréments sur plusieurs régions, donc qui sont des OFS en général opérateurs, soit bailleurs sociaux, soit aujourd'hui des constructeurs privés qui ont demandé ce type d'agrément. Alors, la diversité du statut des OFS, d'abord, elle est représentée au sein de la structuration de notre réseau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une structure qui domine plus qu'une autre. Il y a donc aujourd'hui à la fois des organismes HLM qui sont agréés OFS, il y a aussi les SIC qui en sont membres, il y en a 23. C'est vrai qu'aujourd'hui les organismes HLM prédominent puisque à partir du moment où elles souhaitent vendre leur patrimoine, leurs logements sociaux et les garder en tant que comptabilité en tant que logement social, en niveau BRS pour éviter ces effets spéculatifs, c'est vraiment très intéressant et à mon avis, ça a tout son sens de ce côté-là. Il y a 8 groupements d'intérêt public. Alors, ce n'est pas le nombre qui fait peut-être, mais c'est peut-être aussi la nature de l'action publique qui se décline par ce biais, par la saisine des pouvoirs publics de mener à bien des politiques en matière de parcours résidentiel. Voilà. Il y a 11 associations, 5 EPF ou EPFL qui ont demandé leur agrément, 2 SAS et une SEM. Donc vous voyez des statuts qui sont très hétéroclites, mais qui visent toutes la même chose, c'est faciliter le parcours résidentiel. Donc au niveau du réseau, aujourd'hui, il y a donc 55 OFS adhérents. Il y a donc aujourd'hui, je dirais, il y a encore la moitié des OFS qui ont été agréés, qui ne sont pas encore membres du réseau. Et donc on vous invite à nous rejoindre pour justement échanger, partager et surtout croiser un petit peu nos expériences, faire aussi... j'aime pas le terme, mais aussi un peu de lobbying auprès de l'administration pour expliquer les retours en matière d'expérience de ce OFS. On est sur des nouveaux outils, donc automatiquement, il y aura encore des choses à améliorer et à percevoir. Et donc, c'est intéressant d'être adhérent à un réseau qui puisse avoir un poids et une représentation auprès des organismes et auprès du ministère. Le bilan aujourd'hui dans la création de logements, il n'est peut-être pas encore au niveau qu'on souhaiterait, mais il y a quand même déjà 303 logements qui ont été mis en service en 2021. C'est un premier pas. Bon, c'était naturellement des opérations qui avaient été soit déjà engagées auparavant, ou soit qui ont été à l'initiative des précurseurs, comme l'Office solidaire de Lille, qui a été un peu notre modèle à tous et sur lequel on s'est beaucoup inspiré. Et puis 338 logements déclarés à l'Adréal, c'est donc actuellement les données qui sont un petit peu provisoires, qui sont donc en cours de consolidation. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore de chiffres très très précis. Regardons un petit peu les perspectives et les dynamiques de développement. Si on regarde aujourd'hui les dossiers qui sont en cours d'instruction au niveau de chaque OFS, au vu de l'enquête que nous avons réalisée auprès de nos membres, alors en 2022, on devrait quand même arriver à quelque chose d'un peu plus significatif et on devrait, à mon avis, plus que doubler les logements qui sont en cours de livraison. Mais 2023, 2024, 2025 devrait être l'envolée de la création de ce type de logement. C'est actuellement 11 500 logements qui sont engagés ou en cours d'instruction dans l'ensemble du réseau des offices fonciers solidaires, mais aussi des membres qui ont été identifiés auprès des services de l'État en matière de création de logements BRS. Voilà. C'est à partir. Je vais donner la parole à Christian Chevet, qui va donc prendre la suite de cette présentation. Alors, tous les ans maintenant, on me demande de commenter l'enquête flash. Donc je vais devenir bientôt un expert dans la présentation de cette enquête. Je ne sais pas, vous envoyez ou je dis 2-3 mois avant. Voilà.
Alors, bon, Christian Chevet, moi, je voulais quand même le rappeler, j'interviens dans ce réseau foncier solidaire France. Évidemment, il y a des collectivités locales, des métropoles, hein, mais il y a aussi des organismes HLM, des coopératives HLM, et puis des EPF, hein, dont Philippe... GIP, oui. Oui, mais avec un EPF à l'origine de... Voilà. Hein. Donc, on voit qu'il y a une diversité quand même des statuts, hein, dans les OFS, et toutes les familles sont représentées au sein de la gouvernance du réseau. Voilà, c'était important de le rappeler. Donc, cette enquête flash, on voit une dynamique de développement donc, qui effectivement... On voit que ça monte de façon spectaculaire. Bon, c'est vrai qu'on est au début, donc c'est normal, hein, que ça monte aussi vite pour atteindre en 2025 8000 logements mis en service. Hein, donc ce sont des logements livrés. On voit que ça monte en régime tranquillement. C'est vrai qu'on est sur l'immobilier. Hein, il y a toujours un temps de sortie des opérations un peu long. Mais on voit qu'on est sur une dynamique de développement importante. Donc, niveau de commercialisation, donc on voit que les opérations en commercialisation, il y en a quand même quelques-unes, ça se vend bien. Je veux dire, le BRS aujourd'hui se vend plutôt bien. Enfin, tous ceux qui ont déjà commercialisé des programmes ici n'ont pas de difficultés particulières dans la commercialisation. Donc, au départ, on était un petit peu interrogatif, on se disait, mais finalement, est-ce que cette nouvelle façon d'accéder à la propriété ne va pas décourager certains? Est-ce que vous êtes sûr que les Français sont bien prêts à acquérir dans ces conditions-là? Effectivement, il n'y a absolument aucun problème, hein, pour les ménages qui ont vraiment une autre relation à la propriété, et ça ne pose pas de problème particulier. Donc les choses se commercialisent tout à fait bien. Bon, il faut reconnaître qu'il y a quand même un avantage au niveau du prix assez spectaculaire, puisque moi je vais citer l'exemple de la coopérative foncière francilienne, où on est à moins 30-35% par rapport au prix de marché libre, quand même en banlieue et en proche banlieue, hein, parce qu'il y a Paris et puis il y a toute la banlieue autour que je représente. Hein, et donc on voit qu'on est quand même très performant au niveau des prix. Alors j'ose plus appuyer sur les boutons. Hein. Voilà. Donc une dynamique. Alors évidemment, il y a Rennes, hein, il y a la Bretagne. Ça, il y a un côté pionnier évident. Là, Honoré, je suis obligé de dire que bravo. Hein, vous avez vraiment bien développé les choses. Mais il y a aussi la Nouvelle-Aquitaine, hein, qui talonne de près la Bretagne. Enfin, on voit quand même que là où il y a des grandes métropoles qui se sont investies sur le sujet, on voit que ça marche, quoi. Hein. Ou des opérateurs, hein, parce que quelquefois, il peut y avoir la conjugaison de métropoles et d'opérateurs. Bon, quand on voit la Nouvelle-Aquitaine, on pense forcément au COL, hein, et à l'action du COL qui produit, qui est une coopérative HLM, hein, et qui est vraiment sur une dynamique importante. Auvergne-Rhône-Alpes, bien sûr, hein, aussi l'engagement de la métropole, l'engagement aussi des COP HLM, hein, et des organismes HLM. Bon, l'Île-de-France, j'en ai déjà parlé. Et puis partout, on voit que ça pousse. Ah, Christian, on aurait pu mettre en parallèle de la création de ce type de logement aussi les tensions du marché. Il faudrait qu'on produise pour notre prochaine carte, qu'on mette en parallèle justement le niveau de prix avec le niveau de création du BRS, parce que c'est vrai que le BRS a un intérêt dans la facilitation du parcours résidentiel, mais peut-être pas forcément partout. Je pense qu'on pourra mettre ça. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du BRS de la même façon à Paris intramuros qu'en banlieue, déjà. Et puis on ne fait pas le même BRS peut-être en Nouvelle-Aquitaine, sur certaines zones. Hein, parce qu'il n'y a pas que les zones A bis et A, il y a aussi des zones B et B1. Ainsi, de nos grandes régions qui ont été créées, quand on pense à soit Nouvelle-Aquitaine ou soit Auvergne-Rhône-Alpes, je pense que la problématique du logement en Auvergne, en dehors peut-être de Clermont-Ferrand, et celle au niveau des Alpes, du sillon alpin à Annecy, Grenoble, Chambéry, n'est pas tout à fait la même. Donc c'est
c'est dans cette approche-là qu'on devrait être, à mon sens, un petit peu plus fin, hein, parce qu'il y a notamment le Pays Basque, hein, aussi, qui compte beaucoup en Nouvelle-Aquitaine. Exactement. Et Bordeaux. On peut avancer. Donc, mixité sociale. Donc, 34% des opérations, c'est 100% BRS. 25% mixité avec du locatif social. 14% mixité avec du logement libre. Et libre et locatif social, 27%. Donc, on voit quand même que majoritairement aujourd'hui, enfin, c'est assez équilibré, mais il y a beaucoup d'opérations, 100% BRS, mais il y a aussi à l'initiative de collectivités des servitudes, hein, de BRS qui ont été instituées, hein, sur certains territoires. Et on voit que là, ben, forcément, hein, pour les opérateurs, il y a une mixité de fait qui s'impose, hein, puisque dans chaque opération, il doit y avoir un quota de BRS, de logement social et autres. Et ce tableau-là, enfin ce camembert-là, il démontre comment les logements sont produits. Donc en maîtrise d'ouvrage propre, l'OFS, des OFS qui produisent directement sans opérateur. Alors je pense que dedans, il y a les organismes HLM qui sont, oui, tout à fait. Sont mis, non, hein, ça comprend les organismes HLM qui ont l'agrément OFS. Donc 21% en maîtrise d'ouvrage propre, 51% qui sont avec un BRS opérateur et organisme HLM. Donc on voit que c'est quand même aujourd'hui plus de 50% de la production. BRS opérateur avec un promoteur privé, 19%. Pardon. Donc on voit que les promoteurs n'ont pas complètement investi le marché. Aujourd'hui, on voit quand même que les organismes HLM sont sur une dynamique importante et portent bien ce produit nouveau. La vente HLM, hein, qui joue aussi pour 5%, et puis des acquisitions de patrimoine existant, sans travaux, ou peut-être avec quelques travaux, hein, où on est à 4%. Voilà. Alors, c'est vrai que ces chiffres sont peut-être intéressants pour avoir une idée de l'image du bilan de cette activité, mais il faut les mettre en corrélation avec le nombre de livraisons de logements. Je pense que d'ici 1 an ou 2 ans, avec une production de logements, on aura peut-être des lectures différentes sur les typologies et de production des différents organismes. J'en veux pour preuve un petit peu, nous, notre expérience en Haute-Savoie, où quasiment 50% des opérations BRS se font avec des partenaires privés dans le cadre d'opérations d'orientation d'aménagement, de mixité que nous choisissons. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la collectivité publique qui décide la typologie, les niveaux de prix auprès d'opérateurs donc privés qui veulent faire leur construction et qui fixent les conditions de réalisation de ces BRS. Ce n'est pas simplement des opérateurs privés, voilà, je veux faire du BRS et je mets le prix que je veux. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et je pense que ce chiffre va évoluer dans le cadre de ces problématiques de mixité sociale que nous devons essayer de construire, de favoriser. Donc voilà, ça sera surveillé dans les années à venir. Oui, non, mais tu as raison. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la production en VFA de BRS aujourd'hui, c'est sujet à débat, hein, quand même. Et je pense que dans les tables rondes, hein, qu'on aura lors de ces 2 journées, ce sera sûrement évoqué. Mais on voit quand même que les promoteurs à ce jour n'ont pas créé d'organismes spécifiques pour développer le BRS. On voit quand même bien que les OFS sont vraiment ancrés dans les territoires, portés par les collectivités locales, le mouvement HLM et puis des établissements publics ou parapublics comme des EPF ou autres. Hein. Donc évidemment, si on veut développer à grande échelle le BRS, on peut pas se priver de la production des promoteurs, hein, bien évidemment. Hein. Mais encore faut-il que les choses soient bien cadrées, soient bien clarifiées dans la façon dont les choses se produisent. Quand une collectivité dit sur mon territoire, je veux qu'il y ait 15% de BRS dans toutes les opérations, on sait que ça va être une production quasiment 100% promoteur, hein, parce que vous ne pouvez pas venir pour faire que les 15% de logements quand vous êtes HLM. Hein, voilà. Donc tout ça, ça fait l'objet aujourd'hui de débats. Hein, et on a aussi des coopératives HLM, enfin des coopératives
OFS, hein, non HLM, mais avec des sociétaires qui sont tous HLM, qui aussi font la promotion de la maîtrise d'ouvrage HLM direct. Donc les deux cohabitent et c'est très bien, quoi. Voilà, donc c'était l'enquête flash de l'année. Hein, l'enquête flash, elle est toute chaude, hein, parce qu'elle a été produite avant-hier, je crois, ou il y a 2 jours. Donc merci aussi beaucoup à l'équipe de la Fédération des COP, hein, qui travaille sur ces sujets, et puis tous les OFS qui ont répondu, bien sûr, hein, dans les délais. Voilà, Président.